Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver sur les antennes de Radio Grand Lac aujourd'hui pour l'émission en partenariat avec l'INSEC, l'émission 100% étudiante. Aujourd'hui, on va vous parler sport, culture, musique, on a pas mal d'invités, on vous fera même gagner des choses en fin d'émission. Et on retrouve tout de suite Julien. Salut Julien, comment vas-tu ? Ça va et toi Pablo ? En pleine forme, toujours, comme d'habitude. Eh ben écoute Pablo, ce matin on va commencer avec Edgar. Salut Edgar, ça va ? Salut à vous. Pleine forme. Edgar, tu es membre du BDE INSEC et je crois qu'avec ton association en ce moment vous êtes particulièrement aux petits soins avec vos étudiants. Alors oui, effectivement on est particulièrement aux petits soins avec nos étudiants, que ce soit des petits déjeuners tous les mercredis offerts. Là un événement avec la Saint-Patrick qui arrive, donc avec une bière offerte sur le campus donc jeudi, avec une soirée avec notre partenaire l'Opéra. On a aussi fait un événement pour la Journée de la Femme la semaine dernière, où on a fait un after-work interdit à l'homme et où les femmes ont pu avoir de nombreux lots, etc. et discuter entre elles. Et je crois qu'il y a un événement aussi en partenariat avec Red Bull qui arrive la semaine prochaine ? Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est les championnats du monde de lancer d'avions en papier. Donc on est en partenariat avec... c'est un peu drôle comme ça, mais oui. C'est vraiment un vrai événement. Donc on est heureux de le faire au sein de notre campus. Et je crois que vous allez finir en beauté aussi le 1er avril avec un gala de fin d'année, c'est bien ça ? C'est ça, oui. C'est au château de Tresserve. Ouais, c'est ça, il me semble. Ok, ça va. Ouais. Bah écoute, merci Edgar, on va te remercier. Merci d'être passé nous faire un petit coucou entre tes cours parce qu'on sait qu'il y avait une grosse matinée pour toi ce matin. Et puis de quoi on va parler Pablo juste après ? Et bah justement, ils sont en train de s'installer, ils vont venir s'installer et nous faire un petit live pendant la période qu'on leur donne. C'est Biggie et Max qu'on accueille, deux jeunes rappeurs chambérains de l'INSEC justement. Donc bienvenue à tous les deux. Merci. Ils sont en train de s'installer. Merci bien. Bonjour. Bonjour. C'est tout bon ? C'est tout bon. Magnifique. Bon, tous les deux, merci en tout cas d'être avec nous ce matin. On espère que vous êtes en forme parce que ça va être sport. On est en forme. Bon, magnifique alors, parfait. Du coup, avant de passer au live, on va peut-être vous poser quelques questions. Donc justement, par rapport un peu à la musique, comment c'est venu à vous ? Ça fait combien de temps que vous êtes lancés tous les deux ? Est-ce que vous étiez indépendants au début justement ? Moi personnellement de mon côté oui. Alors ça fait depuis que j'ai environ 5 ans. Donc mes parents qui m'ont appris vachement la culture musicale, donc notamment la batterie. Et puis après la basse et les guitares. Et pour ma part, j'ai commencé à écrire surtout quand j'étais au lycée. C'était juste histoire de s'amuser avec des amis. Et puis mon grand frère s'est lancé dans la production justement, à faire des prods. Et donc ça m'a lancé plus sérieusement. Et donc maintenant ça fait environ 3-4 ans où je suis un peu plus dans le sérieux dans la musique. Moi j'aurais une question pour toi Biggie. Pourquoi le rap et pas un autre style musical justement ? Parce que j'ai grandi avec ça depuis que je suis enfant. Avec mon père, on écoutait beaucoup de rap américain et j'ai eu beaucoup d'influence par rapport à ça, que ce soit Tupac, justement Biggie, voilà, des NTM, si on veut aller en France, IAM, tout ça, et aussi des très grands auteurs français comme Jacques Brel qui se rapproche aussi un peu du rap, des grands textes assez précis. Donc voilà. Et pour ta part, Max, toi justement, qu'est-ce qui t'a fait te rapprocher du rap et pourquoi ce style-là ? Parce que moi, de mon côté, j'avais un groupe de rock. Okay. Et du coup, quand je me suis ramené à Chambéry, en fait, c'est grâce à Biggie du coup, j'ai commencé à prendre goût du côté du rap et à m'intéresser à comment ça se passait niveau composition musicale de ce côté-là. Et puis, j'ai direct accroché. Et quels sont les thèmes que vous aimez traiter en musique, que ce soit dans la production musicale pour toi Maxime ou directement dans tes textes Biggie ? Alors franchement, il n'y a pas forcément de thème, c'est surtout le mood, l'ambiance qu'il y a pendant qu'on fait de la musique. On a énormément de sons qui sont complètement différents. Je ne saurais pas vous dire 2 morceaux qu'on a fait qui se ressemblent à peu près parce que chaque fois c'est assez différent, que ce soit dans la prod ou dans les textes. Et pour toi Maxime ? C'est ça, même chose que ce que Biggie a dit, c'est le mood qu'on a sur le moment même en fait, au moment de composer en fait, qu'on retranscrit directement sur l'ordinateur.
Ouais, tu parlais de la composition justement, Maxime, à l'instant. Comment vous faites pour composer? Ça se passe, vous avez un studio, vous êtes chez vous, comment vous vous débrouillez? C'est ça, on a un studio du coup à l'appartement de chez Biggie. Et puis on l'a fait par nous-mêmes. On a fait un petit studio de fortune, donc il y a Maxime qui avait déjà ses équipements avec donc les deux moniteurs qui coûtent assez cher, la carte son, tout ça, donc tout ce qui coûtait assez cher, Maxime avait déjà ses équipements. Et puis nous, on a décidé d'acheter juste une cabine, qu'on a monté entre guillemets, et donc voilà, on fait du son là-dedans et ça se passe bien. Et comment elle vous est venue l'idée justement de monter votre propre studio? Parce que, comme je vous ai dit, mon grand frère il fait de la musique, je lui envoie beaucoup de sons pour qu'il les mixe, tout ça, et j'avais souvent des retours comme quoi la qualité audio de mes enregistrements n'était pas forcément bonne, il y avait de l'écho, tout ça, et donc on a décidé donc justement de se professionnaliser entre guillemets, et donc d'essayer d'avoir le moins d'écho, le moins de retouches à faire sur les voix directement pour que ce soit plus facile à mixer au final. Moi, je vais revenir avec Max. T'as composé, il me semble, pour un rappeur assez connu de Paris. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ta jeune carrière aujourd'hui? Écoute, ce que ça m'a apporté, pas grand chose en vrai, j'ai pas de mentir. Hormis que c'est toujours bien de placer pour un rappeur sur la région parisienne, donc c'est sympa. Ouais, mais est-ce que justement c'est quelque chose que tu retrouves quand tu fais avec Biggie ou totalement, ouais. Totalement. Et moi, j'aimerais me retourner vers toi, plus Biggie. Est-ce que le rap, c'est un moyen d'évasion pour toi? Est-ce que ça te permet de décompresser après tes cours, de t'évader, d'être vraiment dans ton monde, ou c'est quelque chose que tu fais par pur plaisir? Alors non, justement, moi je me suis lancé, avant j'ai fait énormément de boxe, j'étais amateur en boxe et j'ai eu une blessure et j'ai dû arrêter. Et donc c'est ce qui m'a lancé entre guillemets dans la musique, c'est mon passe-temps maintenant. Avant c'était la boxe et à présent c'est écrire. Donc voilà. Et on va parler un peu du futur. Vous avez des projets tous les deux ensemble qui peuvent venir plus ou moins rapidement? Ouais, bien sûr, probablement peut-être un album qui dit, peut-être dans l'année, on sait jamais. On s'est donné peut-être un but en 2022 de sortir un album. On sait pas encore quand, on a cette idée, mais voilà. Il y a du suspense, c'est bien. Il en faut. Exactement. Et puis il y a aussi beaucoup de monde qui passe dans votre appartement, donc dans votre studio de fortune. Est-ce que pour vous aussi c'est un moyen de découvrir de nouvelles choses par le biais des rappeurs ou des autres compositeurs qui passent chez vous? Totalement. Bien évidemment. Par exemple, moi de base je savais pas forcément très bien chanter, et puis on a donc un ami à nous qui rappe aussi et qui lui sait assez bien chanter, qui prenait des cours de chant. Et depuis qu'il est passé à l'appart, justement, on se rend compte qu'il y a quand même plus de mélodies dans mes voix, tout ça. Donc il y a énormément de gens qui passent et à chaque fois on se nourrit de leur qualité, voilà. On apprend tous les jours. Que ce soit pour le rap ou pour la composition. Et toi justement Maxime, est-ce que ça t'a permis de découvrir une nouvelle sorte de production musicale, des nouveaux thèmes justement? Est-ce que tu t'en es inspiré aussi, des nouveaux textes justement, est-ce que ça change quelque chose quand t'as un chanteur qui chante plus que justement simplement qu'il pose sa voix sur un texte? Ouais, bien sûr. Ça ouvre surtout le champ au niveau des mélodies. Ça inspire beaucoup. Rencontrer des gens, faire une connexion, ça permet de bien évoluer aussi également. Et puis Maxime, toi, Biggie, excuse-moi, je me suis trompé. Biggie, toi, tu as déjà sorti un EP. Est-ce que tu veux en parler? Il me semble que tu es parti à Grenoble et poser quelques sons aussi déjà, et tu as déjà sorti quelque chose. Non, alors c'était pas à Grenoble, c'était donc à Gex, juste à côté de la Suisse, à la frontière. Donc avec mon grand frère et donc des amis avec qui on fait de la musique sur Genève, Annemasse, tout ça. On a loué donc une maison et puis on a fait un projet sur 4 jours qu'on a sorti donc il y a 1 an, c'était le 13 mai dernier, et donc voilà, je suis sur un de ces sons et voilà, vous pouvez retrouver sur Spotify l'album qui s'appelle Oros de Keufran et Maro. Parfait. Et j'espère que les auditeurs manqueront pas d'aller faire un tour. Et deuxièmement, j'avais une autre question, c'était, vous êtes que tous les deux pour le moment, vous avez parlé qu'il y avait des invités des fois qui venaient chez vous, mais est-ce que vous avez des projets de vous agrandir ou vraiment le but c'est de rester un groupe de 2 Non, alors on a quand même pas mal de groupes, que ce soit WhatsApp, Telegram ou des choses comme ça, où on essaie de faire le plus de connexions possible avec des personnes de toute la France entière. Personnellement, moi je suis parti à Paris, c'était pas du tout avec Max, pour d'autres, avec d'autres personnes pour faire du son. Je devais partir à Montpellier, tout ça, donc on essaie de se connecter un peu avec toute
toute la France un peu, histoire qu'il y ait un peu des vibes un peu de partout. Donc voilà. Et est-ce que vous aimeriez monter votre propre label ? C'est une idée, ouais, que. C'est dans les plans. C'est dans les plans, ouais. Et est-ce que comment vous comptez vous y prendre un petit peu pour monter tous ces projets ? Parce que vous avez plein de projets. Est-ce que vous avez déjà une manière de faire ? Vous êtes bien entouré déjà, on le sait. Comment vous allez faire un petit peu pour continuer ? Bah écoute, ça pour le moment, on s'est pas vraiment avancé dessus. C'est juste une idée qui nous est venue. Mais là pour le moment, on essaie un maximum de rencontrer des nouvelles personnes et de se faire une grande connexion. Après, c'est comme dans la musique, ça se fait surtout au feeling. C'est ça. On verra avec le temps, avec les retours des gens. En ce moment, on a énormément de retours qui sont très bons et les gens, enfin, il y a pas mal de personnes qui nous demandent de sortir nos sons et nous, on fait un peu les dormeurs en ce moment. On l'a dit, vous êtes étudiant, donc forcément ça prend du temps aussi. Et par rapport au financement, est-ce que vous cherchez des fois des partenaires ou c'est vraiment de vos propres moyens ? Vous travaillez à côté pour justement financer votre matos, financer la sortie d'album ? Alors le matos, donc c'est déjà tout, on a déjà tout en soi. Et après, tout ce qui est sorti d'album, tout ça, c'est des abonnements qui se prennent sur un an sur certains sites. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin qui coûte pas forcément très cher, c'est moins d'une centaine d'euros pour un an. Et donc on n'a pas forcément besoin de financement. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour créer et pour faire kiffer tout le monde. Eh merci bien les gars. En attendant que vous vous préparez, on vous a dit que vous alliez faire un petit live dans quelques instants. On va retrouver le temps que vous vous préparez en plateau Morgane. Morgane qui est notre chroniqueuse culture et qui vient, comme chaque mois, vous présenter un petit peu tous les événements culturels de la région et surtout du département. Salut Morgane, ça va ? Ça va et toi ? Alors Morgane, aujourd'hui je crois que tu as un programme très complet à nous proposer. Eh oui Julien, le mois de mars est là, le beau temps, le printemps et les concerts aussi sont bel et bien de retour, enfin ! Donc tout d'abord, si vous aimez les cheveux longs, les voix suaves et les beaux textes pleins de poésie, sachez que Julien Doré sera en concert à Chambéry dimanche 3 avril à 20h au Phare. Il interprétera Nous, Kiki ou encore Voix, des musiques tirées tout droit de son dernier album Aimer encore. Alors avis à tous les fans de ce bel homme aux cheveux longs et aux autres aussi. Rendez-vous avec Julien Doré dimanche 3 avril au Phare de Chambéry pour un concert exceptionnel. Eh Morgane, c'est noté, on ira se balader sur les bords du lac avec Pablo. Et on enchaîne avec un tout autre registre. Eh oui Julien, d'ailleurs j'ai une petite question pour toi. As-tu déjà rêvé de voler ? Toutes les nuits. Alors Julien, j'ai le spectacle qu'il te faut. Mesmer sera en spectacle à Grenoble le vendredi 25 mars à 20h. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Mesmer est un fascinateur qui fait vivre sur scène des expériences vraiment hors du commun, à l'aide de transfert d'énergie, d'hypnose, du magnétisme et d'autres techniques qui lui sont propres. Alors si vous voulez tester le monde de l'hypnose, n'hésitez plus, rendez-vous le vendredi 25 mars à Grenoble pour un show hors du commun. Et avant de nous faire hypnotiser, on pourra se divertir, j'espère. Et oui les amis, sachez que le jeudi 24 mars à Grenoble aura lieu le concert du mois. Attic sera présent pour interpréter son dernier album Vague à l'âme avec des musiques des musiques incontournables telles que Ma petite étoile, Éternelle et plein d'autres titres qui font son répertoire. Alors vraiment, si vous voulez passer une soirée exceptionnelle en famille ou entre amis, direction Grenoble le vendredi 24 mars à 20h. Et pour finir ce petit tour d'horizon, une idée de sortie ou d'évasion à proposer à nos auditeurs, Morgane ? Et oui Julien, tous les vendredis soirs durant le mois de mars, le Pokerball à Aix-les-Bains vous ouvre ses portes pour un blind test musical exceptionnel. Julien, je suis certaine que votre culture musicale vous permettra de briller. Et sachez qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts. Alors si vous voulez tester vos connaissances musicales et celles de vos amis, rendez-vous tous les vendredis soirs durant le mois de mars au Pokerball à Aix-les-Bains. Et Morgane, merci beaucoup pour cette très belle chronique une fois de plus. On retrouve nos deux rappeurs en plateau, Biggie, Max. Vous êtes prêts ? On est prêts. Et c'est parti, le plateau est à vous. Ok. Biggie. Broscos. Moi c'est Biggie, ouais, plus communément. Pour la famille, je me présente comme un autre gamin. Quand vient la nuit, je me rallume un Kamaz. Derrière le mic, tu te demandes je fais comment. Reste dans les temps, dans ma vie comme sur l'Atremont. C'est évident, si je m'acharne, je vais voir le bout. Je suis hésitant, je me demande toujours si je fais le bon.
Je pense à ma tante qui est restée bien longtemps debout. Donc je me remplis donc je me remplis un cup. Pour que mes souvenirs je coupe. Toi t'as vécu de la gueule, normal que j'ai des doutes. T'es une lobe, ça a ce qu'on écoute. T'as skip en bleu sang, quand il fallait t'as pas soudé les coudes. T'as pas soudé les coudes, moi j'ai senti les coups. Je me suis relevé sur le ring, plus d'un sur le cul. On s'assure entre frérots, quand t'as rien on a tout. Dans le T6 c'est la cité, on habite à 6 à côté. Je pète le seum, donc je me pète une autre massa. Et je me répète, parfois je voulais pas tout ça. On est jeunes et bêtes, on fait chier les voisins. Toutes les nuits de la semaine, on fait crier les enceintes. J'ai mis des gens sous ma semelle, avec moi se montrer menaçant. J'ai rempli plusieurs standards, tu peux capter les yeux rouchants. Et si je sors l'étendard, le drapeau sera pas tout blanc. Je peux faire la guerre pour un de mes gars, je serai sur l'avant, pas sur le banc. J'écris mes textes sur des prods que t'auras jamais. Derrière le Mac, je pose mes textes comme un acharné. Derrière la porte, je reconnais ses envies charnelles. Même dans le Nord, je reconnais l'odeur de ton Chanel. Elle veut prendre des selfies, elle est loin d'être selfish. Elle est bien belle cette fille, et quand je les vois, je me suffis. Elle me cause des soucis, moi j'avais la belle vie. Je veux foncer les sourcils à cause du soleil, de la belle vue. Je suis posé sur mon pilotis, Gadji-Fili, je suis bien loti. Moi je compte pas gagner au loto, je vais pas me faire seul entre poteaux. Toi tu nous dis t'es la famille, tu élèves que sur les photos. T'étais pas là dans la famille, c'est là qu'on voit les vrais poteaux. Du coup c'est direct slide à gauche, là je sors une masse pour la couche de l'ET6, des fils dégueux, elle me trouve mime, s'attache ses vœux. Tout le monde sait que je vais finir capot. Après 2 verres t'es déjà capot. Compte pas sur moi pour lever le drapeau. Tous les journaux cap j'ai la cagoule. Tous les journaux cap j'ai la cagoule. Tous les journaux cap j'ai la cagoule. Merci Biggie et Max, c'était vraiment sympa. On peut les applaudir, je pense, bien fort dans le studio. Qu'est-ce que ça fait? Donc Max a produit la prod et Biggie de chanter en direct. Déjà, c'est un peu plus stressant que de base, tout seul dans la cabine, tout ça. Je m'en suis rendu compte, j'ai fait 2-3 petits écarts. Mais sinon, non, c'est une bonne expérience. Voilà, c'était très sympa. Merci beaucoup à vous en tout cas. Est-ce que vous reviendrez nous faire quelque chose en live du coup, vu que vous avez quand même... Est-ce que tu apprécies, tu garderas un bon souvenir de cette expérience? Bien sûr. Ouais, on va garder un très bon souvenir. Et puis s'il faut revenir, on reviendra avec de meilleurs textes et de meilleurs prods encore. Et puis Max, toi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre tes prods passer à l'antenne comme ça? C'est une fierté un petit peu? Est-ce que c'est une fierté de pouvoir passer à la radio comme ça à 19 ans? Ça fait chaud au cœur, hein, c'est cool. Franchement, merci à vous. Hein. Merci d'avoir nous donné l'opportunité de pouvoir faire ça. Et merci à vous d'être passé en plateau ce matin, les gars. On va pouvoir vous libérer et on va attendre notre prochaine invité. Ouais, exactement. Margot Bock, qui a fait elle était au JO il y a quelques semaines encore. Donc c'est la première athlète française à faire du bobsleigh, donc aux Jeux Olympiques, une première équipe française. Donc alors elle a fait des top 10, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc elle est étudiante aussi à l'INSEC. Donc ça tombe bien parce qu'on est étudiant aussi là-bas. C'est un plaisir de la recevoir en plateau aujourd'hui. On la remercie déjà d'avance. Alors on est en train de se connecter justement avec Margot à l'instant. On devrait l'entendre d'ici quelques instants en tout cas. Comme je vous le disais, Margot. Alors, petit souci technique. Donc Margot continue aussi les compétitions. Elle est de la Plane si je ne me trompe pas. Ah, on vous entend. Vous nous entendez, Margot? Oui, ça va. Oh, parfait, magnifique. Bon, merci d'être avec nous, Margot, ce matin sur Radio Grand Lac. C'est avec plaisir. Bon, nickel, magnifique. On a eu des petits soucis techniques, mais c'est bon, tout marche maintenant. C'est tout bon, ça a l'air de fonctionner avec le téléphone de Julien. Donc, déjà, Margot, merci. Vous êtes rentrée de Pékin il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette expérience en Chine? Oui, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, le temps passe vite. Hein. Donc, voilà, mais on garde beaucoup de beaux souvenirs. Les cérémonies d'ouverture, de clôture, les jours de compétition, la vie sur le village, tout sera des souvenirs qui resteront gravés à jamais parce que quand on réalise son rêve, même si on a du mal à vraiment réaliser qu'on l'a fait, les souvenirs ils restent. Et j'ai peut-être un petit peu gâché l'ambiance, mais est-ce que la fête n'a pas été gâchée par les mesures sanitaires dues à la Covid-19 sur place? Parce qu'on sait, on a entendu beaucoup d'athlètes se plaindre des conditions et de la distanciation sociale sur place. Non, ça allait. Nous, on a l'habitude dans le monde du bob. Ça fait quand même 2 ans qu'on vit maintenant avec ces mesures sanitaires. Donc pour nous, c'était juste normal. Ça faisait partie de notre quotidien depuis un moment. Donc on l'a bien vécu et voilà, on avait même l'impression de moins le ressentir
que sur d'autres compétitions, puisque là on croisait d'autres athlètes, donc on n'était pas dans une petite bulle, mais au final c'était une grande bulle et ça allait. Et justement, vous êtes le premier binôme féminin avec Carla Sénéchal, si je ne me trompe pas, à participer au JO au niveau du bobsleigh. Justement, est-ce que c'est une sorte de fierté pour vous d'être dans l'histoire du sport français ? Oui, forcément, on est très fiers de pouvoir marquer l'histoire de notre sport et on espère que c'est que le début pour l'histoire du bob féminin français. Voilà, on espère qu'on aura donné envie à des petites filles de venir essayer ce sport, de tenter sa chance parce que ça en vaut la peine. Et vous dites que vous vouliez être un modèle pour les jeunes filles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer le bob ? Alors moi, mon papa, il faisait du bob, donc en étant originaire de la Plagne, je connaissais forcément la piste, puisque c'est la seule en France. Donc déjà, on a une vraie chance d'avoir cette infrastructure et à force de le voir s'entraîner, de voir les gens descendre sur la piste, on a envie d'essayer et puis quand on essaye, on se prête au jeu. Et vous parliez des infrastructures justement à la Plagne. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en France, parce que justement le bob est encore assez peu médiatisé, si on peut le dire comme ça, en France. Est-ce qu'il y a d'autres infrastructures qui sont vouées à se développer dans les années qui arrivent en France ou qui sont déjà ultra développées ? Alors pour faire du bob, on a besoin d'une piste et la seule qui est en France, elle est à la Plagne. Donc il n'y a pas d'autres constructions de pistes prévues normalement, parce que c'est une infrastructure qui coûte très cher. Par contre, l'été, pour s'entraîner, on a besoin d'une barre de musculation, pour faire simple, et d'un stade pour faire des sprints. Donc, c'est vrai qu'on peut s'entraîner un peu partout en France pendant l'été. Voilà, il y a juste l'hiver où il y a un peu plus de restrictions, puisque il n'y a qu'une piste en France et une vingtaine dans le monde. Et pour revenir sur cet aspect de préparation, comment est-ce que vous êtes préparé avec votre binôme pour ces Jeux Olympiques ? Alors, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 4 ans que j'ai lancé le projet et que Carla en fait partie. Donc, on a développé notre histoire ensemble. On a commencé ensemble. Donc, il y a la partie sur la glace. Donc, on peut s'entraîner que l'hiver pour les descentes. Et après, l'été, on fait beaucoup de préparation physique avec beaucoup de sprints parce qu'on doit être rapide et beaucoup de musculation parce qu'il faut être puissant et explosif. Donc c'est plein d'aspects différents qu'il faut travailler dans le bob et en dehors du bob. Et du coup, vous êtes en duo avec Carla Sénéchal. Comment on arrive à s'entendre justement ? Comment ça fonctionne l'entente dans un duo dans le bobsleigh ? Tout dépend des équipes, mais c'est vrai que pour le coup, nous, on s'est tout de suite très bien entendus. On a tout de suite été très complices. Et c'est vrai que c'est une vraie force pour ce binôme. Donc après, chaque binôme travaille différemment, chaque nationalité a ses spécificités, mais on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, on comprend comment l'autre personne fonctionne en compétition et hors compétition. Donc c'est un peu de temps d'apprentissage, mais après, une fois que les bases et les habitudes sont rodées, tout va très bien. Et est-ce que ça vous arrive de travailler justement en collaboration avec les autres duos du circuit mondial, voire olympique, que vous avez pu croiser au JO ou même en dehors ? Est-ce que vous les croisez souvent et vous pouvez vous entraîner avec eux justement ? Alors, tout l'hiver, on est avec le circuit, avec les gens qui sont sur le circuit Coupe du Monde. Donc, on connaît tous nos adversaires très très bien, on passe tout l'hiver avec eux. Donc, c'est des adversaires, certains deviennent des amis. Le bob, il faut savoir que c'est un petit monde et il y a beaucoup d'entraide entre les nationalités parce que c'est un sport qui est assez dur. Par contre, on connaît pas les secrets de chacun et c'est rare, très rare même qu'on puisse s'entraîner avec d'autres nationalités, d'autres nations, en été ou quoi que ce soit. Et pour en revenir à vous, vous êtes étudiante au sein de l'INSEC Chambéry. Comment est-ce que vous faites pour mêler les études avec le sport de haut niveau ? Oui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire des études à côté. C'est quelque chose qui est pas facile quand on n'est pas là 5 mois l'hiver, quand on s'entraîne 2 fois par jour. Donc forcément, il faut trouver l'école qui accepte ça. Et c'est vrai que avec le CESMI, avec l'INSEC, j'ai pu mettre en place. Donc je fais mes études par correspondance et on a décidé d'étaler ma dernière année sur 2 ans pour que justement je puisse me consacrer à 100% au sport l'hiver. Et l'été, continuer mes études. Donc c'est vrai que c'est un rythme à prendre, mais une fois qu'on l'a, ça permet d'avancer dans sa vie professionnelle. Et vous aviez dit que votre école vous aide, mais est-ce que la fédération vous aide également pour justement faciliter ce parcours de sportif de haut niveau ?
Oui, forcément, ils nous aident autant sur le plan sportif que sur le plan professionnel. Ils savent, comme on le sait, que une carrière sportive, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, il faut préparer l'avenir, il faut préparer tout ça pour pas se retrouver au pied du mur. Donc, il y a des personnes à la fédération qui suivent notre parcours et qui suivent ce qu'on fait au niveau professionnel et ils nous aident si on a besoin d'aide au niveau des écoles ou des choses comme ça. Et vous aviez dit que la carrière peut s'arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que c'est assez fréquent les blessures justement dans le bobsleigh? Quel type de blessure ça peut être justement dans ce sport? Oui, comme dans tout sport de haut niveau, il y a des blessures. C'est vrai qu'on peut facilement se déchirer un muscle, se faire une élongation parce qu'on fait beaucoup de sprints, donc on a un peu les mêmes blessures que les sprinters. Voilà, je dirais que c'est les plus grosses blessures qu'on puisse avoir. Et après, un peu de petites blessures au dos qui est assez fréquente dans le bob, puisque la pression qu'on peut avoir pendant une descente, les jets qu'on peut ressentir, ils peuvent avoir un impact un peu sur le corps, mais rien de très très grave. Et pour revenir aux Jeux Olympiques justement et à ces sensations, qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous étiez en haut de la piste à Pékin? On fait le vide un peu dans sa tête, on essaye de se concentrer sur la descente. Donc c'est vrai qu'on réalise pas qu'on est au jeu à ce moment-là. On est au départ d'une compétition et c'est un peu comme toute autre compétition. La seule différence c'est qu'il y a des caméras un peu de partout, donc voilà, mais on arrive à faire abstraction quand on est dans sa bulle et c'est vrai qu'on réalise pas sur le moment même qu'on est au jeu. Et comment vous avez vécu un peu le retour en France au niveau des médias? J'imagine que vous avez dû être vachement sollicité comme vous étiez le premier duo français à être au bobsleigh au jeu. Alors, on a été beaucoup sollicité quand on était sur place. Après, c'est vrai que le retour en France, ça s'est calmé, puisque malheureusement, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, c'est vrai que malheureusement pour eux, ça a pris le dessus sur tout ce qui se passe. Et voilà, donc nous, on essaye aussi de suivre ça par rapport aux athlètes qu'on connaît là-bas, mais c'est pas facile. Ouais, forcément, dans ces moments-là, le sport passe au second plan, j'imagine. Et tout à fait. Margot, pour revenir à vous, quelles sont vos ambitions pour la suite? Quelles sont les grosses échéances qui vous attendent? Dès l'année prochaine, on retournera sur le circuit Coupe du Monde où on aura des Coupes du Monde. On va participer au championnat du monde. Voilà, donc on a pour ambition maintenant de se rapprocher du podium sur chaque compétition, de se rapprocher aussi du podium sur les championnats du monde. Voilà, pour construire notre histoire jusqu'à 2026 où là, j'espère qu'on ira chercher des médailles. Et merci Margot, merci d'être venue avec nous ce matin. On sait que vous avez un emploi du temps très très chargé, que vous êtes libéré spécialement pour nous. Ça nous fait très plaisir de vous avoir compté à nos côtés ce matin. Et c'est avec plaisir. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Margot. Merci Margot en tout cas. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et maintenant on retrouve Mathéo, notre chroniqueur sport. Mathéo, le rugbyman de l'équipe. Il y a eu France-Pays de Galles, il me semble, ce week-end. Comment ça s'est passé devant ton écran? Salut Pablo, salut Julien. Oui, France-Pays de Galles. Plutôt Pays de Galles-France, on s'est déplacé du coup à Cardiff, très belle victoire de nos Français, nous avons évité du coup le piège gallois, très gros match des 23 Français, grosse défense. La deuxième mi-temps n'a pas été facile, très peu de ballons. Heureusement que notre attaque aussi a fait mouche et seule une petite incursion dans les 22 en première mi-temps nous a permis de marquer. Et de passer devant au score et de tenir ce score tout le match. Et donc il reste un match pour l'équipe de France, c'est le crunch, le fameux crunch contre l'Angleterre ce week-end si je ne me trompe pas. Est-ce que tu penses que le Grand Chelem est encore réalisable pour l'équipe de France? Bien sûr, les Français nous l'ont montré et nous l'ont prouvé durant les 4 premiers matchs. Une grosse attaque, on a pu voir contre l'Irlande et une grosse défense contre le Pays de Galles. Donc s'ils allient les deux contre les Anglais, je pense qu'ils peuvent réaliser un match incroyable. Et comme vous le disiez, 12 ans que les Français n'ont pas gagné le Grand Chelem. Donc tous les passionnés de rugby attendent ça depuis un petit moment. Et surtout finir ce tournoi par une finale contre les Anglais. La guerre psychologique qui a déjà débuté. On voit le sélectionneur anglais Eddie Jones qui a attaqué publiquement les Français, notamment le capitaine Antoine Dupont. Donc je pense que les Français vont être présents, remonter pour gagner déjà contre les Anglais et surtout pour gagner le Grand Chelem, on l'espère.
Bon, magnifique. Alors pour l'équipe de France, juste du coup, on va changer de ballon. On va passer de l'Ovalie au ballon rond. Qu'est-ce qui se passe sur la planète football ? Alors Planète Football, on va commencer du coup avec le Chambéry Savoie Football. Très belle victoire des Chambériens, 3-0 à domicile contre Montluçon. Du coup, ils se hissent 6e à la 6e place du classement. Le handball, du coup, les Chambériens du coup l'emportent face à Chartres 29-26. Les Chambériens du coup se classent 5e de la Star League, ex-aequo avec Toulouse. On va continuer du coup avec le basket. Aix-Maurienne du coup ce week-end a gagné contre le leader. Les Savoyards sont imposés 88-71 contre Saint-Chamond. Et ce soir, les Aixois se déplacent à Blois pour la 22e journée de Pro B. Et on va revenir sur un sport un peu plus du moment. Les sports d'hiver, c'est la fin de saison. Qu'est-ce qui se passe dans le ski en cette fin de saison ? Oui, tout à fait. Donc, on l'a vu, Quentin Fillon-Maillet. On va en reparler juste après. Et puis, Richard Jouve, premier fondeur tricolore de l'histoire, a remporté un globe de cristal. Très belle performance de la part de Jouve. Et on n'oublie pas les finales de Coupe du Monde du 16 au 20 mars en France, à Courchevel et à Méribel. Donc, on en attend beaucoup, surtout de Alexis Pinturo, le local de l'étape, pas très à l'aise cette année sur les skis. Eh ben, on va te remercier, Mathéo, pour cette chronique encore bien complète. Merci beaucoup, Mathéo. Et Julien, on va accueillir une autre invitée avec toi. Oui, on va accueillir Anne Fleurier, une ancienne athlète paralympique. Bonjour Anne. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Super. Alors Anne Fleurier, qui est une ancienne biathlète et fondeuse de l'équipe de France, vous êtes quintuple médaillée aux Jeux paralympiques et vous avez participé aux Jeux de Turin, de Nagano et de Salt Lake City. Et vous avez été aussi porte-drapeau en 2006 à Turin. Quel souvenir on garde des Olympiades ? Je pense que c'est un souvenir très très fort puisque les Jeux c'est toujours l'aboutissement du sport puisque c'est vraiment l'événement phare. J'étais championne du monde en 2003 et c'est pas pareil parce que les championnats du monde c'est toujours plus intime puisque c'est seulement pour la discipline alors que les Jeux paralympiques rassemblent beaucoup de disciplines et il y a beaucoup de médiatisation, il y a des rencontres extraordinaires. Tout le pays est à la fête. C'est vraiment un rendez-vous important. Et du coup, je crois que autant sur le plan de la réussite, c'est-à-dire être là au bon moment et y arriver, c'est une vraie performance pour soi. Et puis autant sur le plan émotionnel, parce que on est accueilli par tout le monde, parce qu'à l'arrivée de cette course de biathlon où j'étais première, quelqu'un m'a tendu un drapeau et j'ai pu finir mon arrivée avec mon drapeau français. Être accueilli par tout le monde, par les journalistes, par le président de la Fédé. Et puis c'est une vraie je trouve pas mes mots. C'est vraiment très concret. On ressent très fort notre victoire et notre réussite. Vous parliez du drapeau français. Vous avez été porte-drapeau aussi. Est-ce que c'est une autre émotion ou c'est tout aussi fort que de participer au jeu ? C'est une autre émotion. Je pense que moi, je me suis jamais sentie vraiment très française, mais plutôt européenne, dans le sens où j'ai pas envie d'avoir des valeurs très resserrées autour de moi pour être ouverte sur l'extérieur. Mais là, quand on fait du sport, il y a un vrai sentiment patriotique, d'équipe, d'identité qui ressort. Et du coup, d'être porte-drapeau, d'être choisi pour être devant l'équipe française, c'est vraiment quelque chose de fort. Et qui nous fait vraiment ressentir l'appartenance à un pays, l'appartenance à une culture. On est les Français, quoi, avec toutes les particularités que cela implique. Et pour rester dans l'émotion et justement la culture française, qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur la première marche du podium et qu'on entend la Marseillaise retentir ? Alors là c'est pareil, la Marseillaise,
moi j'ai toujours chanté la Marseillaise en même temps parce que je trouve que c'est super chouette, quoi. Le fait de chanter, ça rassemble. Et autant les chansons, souvent les chansons nous rappellent une époque de notre vie. La Marseillaise, c'est être ensemble et puis faire quelque chose pour être ensemble. Si on se met à chanter plutôt que juste écouter, eh bien, c'est une façon de participer au pays. Et voilà, c'est vraiment cette émotion que je ressentais en chantant la Marseillaise. Et puis il y a toute cette fierté c'est moi qui ai fait sonner cette Marseillaise, quoi. Et ça c'est vraiment très émouvant. Ouais, en parlant d'émotion, de la Marseillaise, il y a encore eu des belles médailles justement sur ces Jeux paralympiques qui sont terminés il y a quelques jours. Quel regard vous portez un petit peu sur les performances, que ce soit dans le ski alpin d'Arthur Baucher ou dans le ski de fond et le biathlon de Benjamin Davier qui était porte-drapeau lui aussi? Ouais. Eh ben, je suis toujours fière, je suis toujours contente. Après, j'étais un petit peu déçue pour Marie Baucher parce qu'elle l'était. Ouais, puis, enfin, je sais pas, c'est cette force de me dire, ils sont dans cet état d'être devant, d'être au maximum d'eux-mêmes, et cette sensation, elle est tellement forte que je suis toujours heureuse de voir qu'il y en a d'autres qui la partagent, qu'il y a une continuité. Il n'y a rien de plus triste, je trouve, de se dire qu'il n'y a pas une continuité derrière nous, qu'on n'a ouvert aucune porte. Donc moi, je suis trop contente, quoi. Plus il y aura de médailles françaises qui arrivent, plus j'aurai l'impression que c'est la continuité des émotions que j'ai pu avoir, et ça me réjouit de voir que ça continue avec d'autres. Oui, et puis on a vu que les médaillés français étaient aussi très jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour être sur la plus haute marche du podium comme Arthur Baucher a pu le faire à un si jeune âge? Eh c'est parce qu'on commence le sport très jeune, et c'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes, parce que aujourd'hui, quand on est enfant et qu'on fait du sport et qu'on a un handicap, on est pris en compte. C'est vrai que moi, petite, je faisais de la natation au départ, et à 4 ans, j'étais dans un club de natation, mais on m'a jamais proposé de faire de la compétition en e-sport, et du coup, mon parcours est quand même très différent des jeunes d'aujourd'hui, qu'on inclut dans les sections sport, etc. Et ça, pour moi aussi, c'est vraiment une victoire, quoi. Et là aussi, je me dis, moi, j'ai pas eu tout ça, mais du fait que j'ai pu briller quand même, j'ai fait progresser le handisport, et dans ce sens, j'ai certainement contribué à ce qu'aujourd'hui ils aient une vraie place dans le sport et qu'ils puissent s'exprimer dès le plus jeune âge. Et pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce qu'il y a encore des efforts à faire justement pour que le sport et le handicap soient encore plus présents dans les écoles ou dans les autres institutions et établissements? Oui, il y a beaucoup d'efforts à faire, parce que nous, on est dedans, on voit ça, et puis on a l'impression que tout le monde a le même sentiment que nous. Tout le monde est emballé par ces Jeux paralympiques, parce qu'on voit que ça monte, qu'il y a de plus en plus de gens, et puis en plus les gens qui sont là, ils sont hyper emballés. Mais il y a plein de gens qui ignorent totalement l'existence des clubs, l'existence du travail qui se fait. Pour donner un exemple concret, moi je suis actuellement présidente de Vercors Handisport, et on vient de recruter un petit jeune d'un club sur le plateau du Vercors, et le club Vercors Handisport a été créé en 97, et il n'en avait pas la connaissance de ce club. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, parce que on se rend pas compte, mais chacun est dans son histoire, et tout le monde ne voit pas les autres, et voilà. Donc ça continue. Hein. Ce week-end, on était présent à la Savoyarde, à Bessan, et il y avait un podium handisport, une course handisport, et je crois que les gens sont très contents de voir qu'on est là, mais
voilà, c'est encore une toute petite vitrine. On n'était pas assez de représentants. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Et en même temps, il faut s'appuyer sur toutes les réussites. Et ces réussites, elles étaient là aux Jeux paralympiques. C'est la vitrine de ces réussites. Eh bien, Anne Fleurier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de vous être libérée, parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps professionnel très très chargé. Vous êtes libérée spécialement pour nous, donc on vous en remercie. Eh ben, de rien. Je suis contente d'avoir pu témoigner. Eh ben, c'est gentil. Puis c'est un beau message que vous avez adressé à tous nos auditeurs étudiants, et on vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets, Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et Pablo, je crois qu'on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite sur Radio Grand Lac ? Eh ben, on va écouter Walbon, un son de Biggie et Max tout de suite sur Radio Grand Lac. J'ai un rouge et noir comme Flamengo. De respect, tu vas danser le tango. Indépendant, je me sens comme Django. Taf dur, gros, je veux pas finir comme Rando. Man, j'ai pas les bras à Rambo. Mais les comme qui faudra que l'argent Rambo. C'est la croix, c'est le droit, c'est le combo. Inconnu pour l'instant comme le génocide du Congo. À pas mon courir après l'argent, si t'as pas de cardio. Me manger du caviar, du caviar. Je suis bien avec les roues et mes pantalons. Ils veulent pas de ski dans le pantalon. On dérisque même si on sait qu'on a du talent. Si même pas mélodieuse, on peut t'allumer. Sur des sons agités, nous on s'allume. Caipirinha dans mon verre. Et là je crois que je suis dans les waves. Je rêve de finir ma vie au soleil. La vie à fond néo donc je fais lever. Sans jamais mon pire ennemi c'est le soleil. Pas de schlag, nous rien ne nous passe le nez. Ma gauche la frappe, je préfère la soulever. J'ai la cagoule, tu vois pas ma ganache. Ça va les couilles, te manque du panache. Sans plus le coup, c'est devenu banal. Tu kiffes le doux, tu prends que des bananes. Là je me fais chier, encore j'allume ma joie. Tu vas manger, y'avait aucun soutien. Viens pas faire chier, c'est moi je me lève le matin. Je rêve pas d'une vie à côtoyer les matins. Prenez ma place, des locks, des bitches. Prenez ma place, même dans ce cheat. Money m'appelle, même tard la nuit. Pas de piste, toi tu connais tous mes homies. Prenez m'appelle, même à pas de l'heure, t'as peur. Moi je réponds comme un pésin. Depuis petit péché, rappé ça. Toujours en bleu avec mes uns. Les yeux tout rouges dans la maison. De toute façon, programme, je vais faire du son. Comme d'hab, je vais faire que du ça. Je crois qu'elle en veut plus la sienne. Mais t'es mal à longueur des cerfs. Sur le terrain, c'est moi qui décide. Pas de dessin, c'est moi qui décide. Elle me sirote comme du millésime. Le soir tard, ça pue en barésie. 2 ans j'ai fait pas studio. C'était talent Julio. C'est pour les belles c'est pas vrai. Remplir les caisses ça va. Baby c'est les feuilles ça va. Elle aime trop quand je caisse. Je sais qu'elle me veut pour les pèses. J'ai pas le temps de ramener le caisse. Ouais, où le mélange est chimique. J'ai cherché, je n'ai pas de limite. J'écoute le tracks, oui. J'écoute le tracks. Rappelle qu'il faut qu'un c'est pas cette décennie. C'est un talent Julio. Ok. Bien sûr. Quand je mange. Radio Grand Lac, votre radio. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Alors, c'était comment Windalps ? D'abord, c'était comme ça. Wouhou ! Et après, zen. La chute libre en indoor, c'est zen ? Il y a aussi des cours de yoga, de pilates ou de stretching. Windalps, votre espace de loisirs aérien indoor. Vivez les sensations de la chute libre et profitez des cours dans notre espace fitness. Windalps, à Mairie, Aix-les-Bains-Sud et sur windalps.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac sur le canal 92.1 et vous êtes dans le format 100% étudiant en partenariat avec l'INSEC. Alors tout de suite, on accueille Benoît Rastier, le directeur de l'agence événementielle Poisson d'Avril qui organise le festival Pharaonique. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors Benoît, ça y est, c'est le grand retour du Pharaonique cette année. Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui, on est content. Qu'est-ce que vous ressentez ? Enfin pouvoir jouer, donc c'est plutôt bien. Parce que ça fait 2 ans en effet d'attente, donc c'est plutôt une chose positive de savoir qu'on va pouvoir jouer le 26 mars, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va avoir au programme, justement, les grands noms qu'il y aura sur le festival cette année ? Eh ben, on a gardé les têtes d'affiche qui sont Dimitri Vegas et Like Mike, qui sont les ex-DJ numéro 1 dans le monde.
Donc c'est extraordinaire de les avoir. Il faut savoir que c'est quand même les DJ phares de Tomorrowland et que c'est plus de 12 millions de fans sur Facebook. Donc c'est quelque chose, je dirais, d'extraordinaire pour la ville de Chambéry. On a The Avener qui est le DJ français qui est très connu. On a Luke and Steve qui sont des Hollandais. On a Henri PFR qui est un Belge, quelqu'un qui est un Français qui vient de Lyon, Damien Hendrix qui vient de Marseille, et Alex Watt qui est le DJ résident de Fun Radio. Et puis après en warm-up et donc en entrée de salle, on aura Loustic qui sont des DJ qui viennent de Haute-Savoie et Nizi qui vient de Roanne. Et c'est aussi la volonté du festival justement de mettre en avant des jeunes DJ qui sont aussi du territoire pour faire les premières parties. Mais la grosse affiche, oui, c'est Dimitri Vegas et Like Mike qui vont être les têtes d'affiche qui vont passer à 1h30 du matin au phare. Voilà. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de festival. 2 ans, c'est un soulagement, j'imagine, pour vous. Comment est-ce que vous avez géré cette période sans rien du tout? C'est un soulagement, c'est quelque chose qui a été très dur à vivre, puisque nous, on a été arrêtés 10 jours avant. Je rappelle que l'événement devait se passer au mois de mars, et 10 jours avant, on a été arrêtés. Donc ça nous a fait, c'est vrai, quelque chose de tout drôle et puis difficile à digérer, puisque l'événement a été reporté 3 fois. On avait reporté en octobre, en 2020, on avait reporté en mai 2021, puis après, on a reporté le 26 mars. Donc c'est sûr que ça a été compliqué pendant ces 2 ans. On a essayé de faire vivre le festival comme on pouvait, avec beaucoup de live de DJ qu'on a fait de différents endroits. On a fait toute une fête de la musique aussi en digital au phare en juin 2020, avec des DJ qui étaient de tous les départements. Donc c'était aussi pour mettre en avant, je dirais, les artistes et montrer qu'on n'était pas mort et qu'on pouvait quand même continuer à faire des choses. Et puis là, on va pouvoir reprendre, je dirais, le live. Et c'est ça pour nous qui nous fait extrêmement plaisir, surtout. Puis maintenant qu'on sait aussi qu'on n'aura pas de masque et pas de passe, ça permet de revenir, je dirais, aux conditions normales pour un événement qui est, je pense, fortement attendu depuis maintenant 2 ans. Et justement, vous dites que cet événement est attendu. Est-ce que, justement, de l'affluence, qu'est-ce que vous attendez comme affluence cette année au phare? On espère avoir 6000 personnes. On espère avoir un phare plein, parce qu'on a une capacité d'à peu près 6000 personnes pour accueillir en tout cas le public. Donc on espère qu'on va remplir et que tout le monde va avoir le goût de revenir, de faire la fête. Bien évidemment aussi en toute sécurité, mais de revenir pour s'amuser, parce que je pense que notamment les jeunes en ont besoin. Depuis 2 ans, c'est vrai que les jeunes, c'était extrêmement compliqué pour eux, puisqu'il n'y a pas le droit de faire de fête. On a beaucoup tapé, notamment, je pense, sur la jeunesse pendant le Covid, et ça nous permet aussi de refaire un événement où tout le monde va être heureux et de faire une belle fête de sortie de crise. Voilà, et c'est ce qu'on espère qu'on ait à phare plein le 26 mars. Justement, vous parlez des jeunes. On aura 2 jeunes qui font partie de l'association pharaonique à l'INSEE qui viendront nous exposer leur mission au sein de votre association dans quelques instants. Mais pour revenir à l'organisation, avec autant de personnes attendues, comment on procède pour organiser un tel événement? Comment ça se passe, l'organisation? L'organisation, on va dire que nous, on en est à la 6e édition, donc maintenant on est quand même pas mal rodé. C'est un événement qu'on enchaîne d'une année à l'autre. On a tout un staff interne à l'agence qui gère ça et avec différentes missions. Et puis on a aussi le jour J une centaine de bénévoles qui interviennent. Alors on a des partenariats avec les écoles, et c'est des élèves qui sont mis à disposition pour justement découvrir aussi un festival de l'intérieur. C'était une volonté aussi qu'on avait d'impliquer des jeunes du coin. Et après on a bien évidemment tout un staff technique qui est assez énorme, avec des prestataires techniques aussi bien en son, en lumière, en vidéo, et puis tous les corps de métier qu'on peut retrouver, que ce soit des hôtels, des agents de sécurité, du traiteur, enfin tous les gens qui interviennent, je dirais, dans l'événementiel et dans la partie spectacle. Donc on a à peu près un staff de 200 à 250 personnes sur l'événement. Et vous nous avez parlé des jeunes tout à l'heure, qui ont été pas mal privés pendant le Covid. Est-ce que c'est important pour vous d'inclure dans votre organisation, dans votre association, les jeunes étudiants pour participer justement à l'organisation de cet événement? Bien sûr, puisqu'on a des jeunes de l'INSEE qui sont avec nous là depuis quelques mois et qui travaillent avec nous sur la partie organisation. Moi, c'était une volonté aussi de l'événement, d'impliquer, je dirais, la jeunesse en amont, et bien sûr le jour J, parce que pour leur montrer que c'est une grosse machine qu'on monte, et puis d'avoir surtout leur regard aussi, pour essayer de mieux les comprendre et de les impliquer dans toutes les actions qu'on peut faire. Donc c'est vrai qu'on a essayé, dès qu'on peut en tout cas intégrer des jeunes, on l'a fait et on continuera à le faire. Et pour rebondir sur la jeunesse, on sait que l'événementiel et l'organisation de festivals comme ça, c'est quelque chose qui touche particulièrement les jeunes. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner à tous ces jeunes qui voudraient se lancer dans ce domaine? Après, on est dans un métier qui est passionnant. Je pense que on développe du contact direct, on amène du bonheur. Donc c'est ça aussi qui est le propre de notre métier. Après, les conseils que je donne, c'est je dirais la voie, en tout cas pour travailler dans la partie événementielle,
c'est, je dirais, école de commerce qui est pour moi un peu le canevas type par rapport à ce genre de choses. Et puis après, surtout être bien organisé, être créatif aussi, parce qu'on est dans un métier qui est créatif, mais être surtout bien organisé. Parce qu'il faut savoir qu'organiser un événement de 6000 personnes, c'est pas organiser comme organiser, je dirais, chez soi un dîner de 6 personnes. On est vraiment dans des logistiques qui sont extrêmement importantes et là-dessus, il faut maîtriser vraiment à 100%. Justement, vous faites également confiance aux jeunes pour cet événement, vous l'avez dit, des jeunes de l'INSEC. Du coup, Thomas, Loris sont étudiants, ils sont avec nous en plateau juste ici. Salut Thomas, salut Loris. Salut les gars, ça va? Et en forme, et vous? Ouais, super. Ouais, ça va très bien. Très content d'être ici. Et vous faites justement partie, comme on l'a dit, de l'association Pharaonique. Quelles sont vos missions au sein de cette dernière? Alors du coup, les missions sont vraiment axées sur la communication. Donc pour ça, on a la distribution de flyers dans des événements. On est très très actifs sur les réseaux aussi. On essaie vraiment de promouvoir le Pharaonique au maximum. Et puis voilà, on utilise vraiment les événements au sein de Chambéry et aux alentours, que ce soit les matchs, les concerts, pour partager et distribuer des flyers. Là, notre but, c'est d'aider Benoît à avoir ces 6000 personnes dans la salle le jour J. Et on en est loin de cet objectif ou pas, Benoît? De quoi, par rapport aux rentrées de places? Par rentrée, oui. Bah non, ce qui est normal, il en faut encore. On sait que vous êtes les jeunes, c'est un public qui est un public qui se réveille extrêmement tard pour acheter ses places. Donc on sait que c'est maintenant dans les 15 derniers jours où tout se décide. Voilà, il nous reste en gros encore, je dirais, au moins 1000 places à vendre. Donc on aimerait bien pouvoir les vendre assez rapidement et puis encore une fois avoir un parc qui soit archi comble pour cette reprise. Mais c'est important pour nous. C'est important pour nous déjà financièrement. Parce que je rappelle que ces reports successifs nous ont coûté plus de 150 000 euros. Donc c'est compliqué, on va dire, financièrement. Voilà, créer un événement comme ça qu'on produit de A à Z avec des partenaires et de la billetterie, faut qu'on arrive à équilibrer. J'espère qu'on va arriver à équilibrer. On n'est pas dans un événement où on gagne de l'argent. On est dans un événement où là, il faut essayer d'équilibrer parce que on a 4 reports successifs et que c'est compliqué. Donc on a besoin absolument de cette billetterie, bien sûr. Et comment on fait pour se relever après une telle perte et une telle crise comme la Covid-19? Comment est-ce que vous avez géré tout ça? On a essayé surtout de se renouveler. On n'a pas eu le choix, on va dire, de se réinventer. Donc on a été obligé de partir dans le digital parce que à un moment donné, c'était la seule possibilité qu'on pouvait avoir. Je rappelle que notre métier est de faire du contact direct, donc c'est extrêmement difficile de le faire à distance. On a essayé de trouver des astuces. Et puis il a fallu tenir. Alors après, on a eu des aides de l'État. Qui nous ont permis clairement de nous maintenir et de maintenir toute la filière, parce que il n'y a pas que les agences, il y a aussi que ce soit tous les prestataires qui travaillent dans l'événementiel, et je pense surtout aux traiteurs, je pense aussi aux discothèques dans un autre domaine où il a fallu tenir. Donc c'est heureusement qu'on a eu l'État qui nous a aidés pendant quelques mois. Les aides sont arrivées assez tard, donc il a fallu quand même tenir jusqu'aux aides. Mais une fois que les aides étaient là, c'est vrai que ça a permis de nous maintenir et ça a permis surtout de sauver l'activité, je dirais, événementielle et du spectacle en France. Et moi j'ai une question justement pour Loris et Thomas. Pourquoi avoir choisi de vous être engagés dans cet événement? Parce que je pense que tous deux on est passionnés aussi de musique. Donc voir un festival aussi grand en France avec des guests aussi impressionnants, on va dire international, c'est intéressant pour nous. Déjà aussi de voir à l'interne comment gérer la communication d'un événement pareil et puis c'est très intéressant, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est un réel honneur de pouvoir participer au Pharaonique. On entend parler depuis longtemps, comme plein d'autres festivals, mais là, le fait de se dire qu'on travaille pour ce festival, c'est un réel honneur et puis on se donne à fond, quoi. Mais est-ce qu'il y a vraiment que la musique qui vous a motivé à aller à ce festival? Parce que j'ai l'impression que vous ne dites pas tout quand même. On profite, on a vu au sein de l'école qu'il y avait plusieurs d'autres associations. C'était celle-là qui nous correspondait le plus. Et puis voilà, on aime faire la fête, on va pas se mentir. Ah, c'est ça que j'attendais. Tu m'as percé. Benoît, est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre des jeunes qui parlent si bien de votre événement et justement qui sont impliqués, qui ont envie d'y participer? Est-ce que c'est toujours plaisant? Bien sûr que c'est plaisant. Et ce que je leur dis, c'est que c'est la dernière ligne droite. Il faut qu'on avance tous ensemble. Vraiment, entre guillemets, qu'on se défonce dans les quelques jours qui nous restent, parce que c'est maintenant que tout se joue. Donc on sait que c'est pas facile, mais c'est maintenant, il faut vraiment qu'on multiplie des actions de terrain et qu'on pousse surtout pour avoir des ventes de billets. Moi, c'est vraiment la volonté qu'on a tous, et c'est sûr que c'est important. Et merci à tous les jeunes qui s'impliquent, parce que sans eux, on pourrait pas faire l'événement. Merci aussi à tous les partenaires qui nous soutiennent, soit les partenaires institutionnels et privés. Sans eux, on pourrait pas être là. Donc, on les remercie, je veux dire, vivement. Mais maintenant, voilà, c'est la dernière ligne droite. Il faut qu'on avance tous ensemble pour gagner ce sprint et arriver avec un phare plein le 26 mars. Mais j'en suis sûr que ça va se produire comme ça. Et au niveau des partenaires, comment est-ce que vous faites pour les chercher? Est-ce qu'ils viennent à vous ou est-ce que vous allez les chercher?
Alors c'est un travail historique qu'on a avec eux. Hein. On a des partenaires qui sont là depuis le début, donc notamment tous les partenaires, je dirais, institutionnels, comme la région, comme le département, comme la ville, comme l'agglo. C'est des gens avec qui on est vraiment en partenariat depuis le début. Puis après les partenaires privés, comme le Crédit Agricole, qui est notre gros partenaire, c'est Clair Privé, qui est avec nous depuis quelques années. C'est des gens avec qui on entretient des relations, je dirais, à l'année. On travaille beaucoup avec eux, donc c'est important qu'ils nous suivent. Et après notre partenaire média, radio, Fun Radio, qui est pour nous quelque chose de très important, parce que je rappelle que l'événement est diffusé en direct de 20h à 4h du matin sur toutes les ondes de France et de Belgique et du Luxembourg. Donc c'est une aura aussi pour la ville et pour l'agglomération qui est extrêmement important, puisqu'on est en direct de Chambéry sur cette antenne-là qui est nationale. Eh ben le rendez-vous est pris. On espère que les personnes répondront bien présents pour l'événement. En tout cas, on vous le souhaite. On va remercier Thomas et Loris d'être passés nous voir. C'était super. Merci à vous, c'était un régal. Et Benoît, il me semble, avant de partir, que vous avez un petit cadeau pour nos auditeurs. Ah bon, oui, il faut gagner bien sûr des petites places. C'est ce que je vous avais dit. Donc à vous de lancer tout ça et on donnera quelques places avec plaisir, en tout cas pour l'événement. Et pour les autres, n'hésitez pas à aller sur pharaonic.fr pour prendre vos billets. Voilà, c'est important. Eh ben, on vous remercie en tout cas, Benoît. Pour participer, il faut appeler le 04 79 63 16 71. On attend vos appels. Et en tout cas, on va vous remercier, Benoît Rastier, d'être passé, nous avoir fait l'honneur de nous présenter votre événement. Et on vous souhaite en tout cas plein de réussite pour le Pharaonic de cette année. Et bravo à tous les jeunes qui s'investissent à nos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va enchaîner tout de suite avec une petite pause musicale, histoire de laisser le temps à nos auditeurs d'appeler et de remporter ces 2 places offertes par Benoît Rastier. Et le prochain son qu'on va écouter, c'est une instrumentale, une production réalisée par Maxime, notre invité, qui s'appelle Slowly. Et c'était Slowly sur Radio Grand Lac, le 92.1 FM. Donc Inès étant au standard en train de noter les gagnants du jour. On vous remercie d'avoir appelé en nombre et on va remercier tous nos invités du jour. Mais Julien, il me semble que tu as le programme de la journée sur Radio Grand Lac. Et oui, aujourd'hui il y a un programme très très chargé sur Radio Grand Lac. On aura Shined à 12h30 dans son émission 100% anglaise Your English Weekly. 14h15, vous aurez Alain qui viendra faire son habituelle émission Jardinage et Nature, Les Mains Vertes. Et à 17h, 1h, une commune avec la mode Servolex pour bien connaître la vie de nos collectivités. Et à midi, bien sûr, il y aura le journal local et national de Maxime qu'on retrouvera dans quelques instants. Et on remercie encore une fois Radio Grand Lac. Et puis Pablo, qu'est-ce que tu as pensé de cette émission ? Je pense qu'on a été plutôt bon. Hein. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense qu'on a tous été bons. C'est un beau travail d'équipe en tout cas. Et vraiment, les invités ont été top. Tout le monde a été parfait. On remercie encore Radio Grand Lac, l'INSEC et Bernard Portugal, notre tuteur aussi également. Ouais, parce que vous le voyez pas, Bernard, mais depuis tout à l'heure, il fait les 100 pas derrière nous parce que vous voyez pas en plateau ce qui se passe, mais Bernard est là et bien là. Et on vous laisse avec Maxime. Maxime qui s'installe justement dans les studios de Radio Grand Lac, qui devrait arriver d'ici quelques instants, et on vous laisse avec lui. On va pouvoir y aller. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés.